Alors, il nous reste 2 cours, ce qui n'est pas énorme, enfin, ce qui est peu, mais ce qui devrait quand même nous permettre de faire l'essentiel de ce que j'espérais faire, c'est-à-dire, vous faire comprendre ce que c'est que la relativité générale, et pour ça, c'est comprendre les concepts de la géométrie différentielle, parce que c'est vraiment ça la clé, c'est qu'on n'est pas dans un espace affine avec des vecteurs d'espace, des choses comme ça, et donc il faut arriver à redéfinir les choses plus profondément, bien comprendre ce que c'est qu'une carte, la distinction entre la carte du monde et le monde, et évidemment le fait que quand on écrit les lois de la physique dans une carte, il faut s'assurer que ça ne dépende pas de la carte qu'on choisit. Et donc, il faut arriver à remonter à des lois qui concernent les objets du monde. Alors, les objets du monde, en tout cas leur modélisation. Et dans le cadre de la relativité générale, la modélisation est essentiellement géométrique. Donc on décrit la géométrie du monde, mais on avait introduit la dernière fois la formalisation de l'espace-temps de la relativité et de ce que c'est qu'une particule, enfin la ligne d'univers d'une particule, qu'est-ce que c'est qu'un observateur, qui est une ligne d'univers d'une particule massive avec un repère associé, si vous voulez. On avait vu tout ça, et puis on avait fini par écrire les équations d'Einstein. Alors, on avait vu 2 approches différentes pour les équations d'Einstein, enfin, une qui consistait à partir de la loi newtonienne, donc essentiellement avec un potentiel gravitationnel qui vérifie la loi de Poisson, delta pi égale 4 pi g rho, avec ρ, la densité de masse. Donc ça, c'est ce que vous connaissez depuis toujours. Et c'est ça qui génère, pour une densité de masse, disons m delta de r, voilà, pour une masse ponctuelle m en point r égale 0, vous savez résoudre cette équation, et ça donne phi égale moins gm sur r, justement, d'où on déduit la force comme moins gradient de ce potentiel, et puis ensuite on a l'expression newtonienne A égale, la force c'est, la force c'est m fois moins le gradient de ça, donc moins, oui, l'accélération égale moins grade de phi. Potentiel, et voilà, et vous voyez, donc ça c'est la masse du corps qu'on a mis en r égale 0, et vous voyez que cette accélération ne dépend pas de la masse du corps qui subit l'accélération, principe d'équivalence, l'accélération est la même pour tout le monde, d'où l'idée qu'on peut traiter ça d'un point de vue géométrique, c'est-à-dire avec un changement de carte, justement, un changement de système de coordonnées, en se mettant dans le référentiel en chute libre, il n'y a plus de gravitation, au moins localement, bien sûr. Et donc, développer tout ça, et puis chercher une équation dont ceci ne serait que la composante temporelle d'un tenseur, disons, d'une équation tensorielle à 2 dimensions en vertu des lois de transformation de Sereau, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Ça, c'est la densité de masse, si vous voulez, c'est la densité d'énergie quand on est dans le référentiel de repos de la particule, mais c'est que la première composante d'un quadrivecteur énergie-impulsion, et puis après c'est une densité, donc quand on fait un changement de référentiel, il y a à nouveau un facteur de Lorentz qui apparaît, bref. Donc c'est tout ce raisonnement qui conduit à penser que ça, en fait, ça doit être seulement une composante d'un objet qui représente la densité la densité d'énergie donc qu'on note T mu nu, qui est le tenseur d'énergie-impulsion. Tenseur qui est apparu en physique
avant la relativité, hein, donc c'est une façon complète de décrire le contenu énergétique de l'univers, enfin en chaque point, localement. Et donc, d'un côté, quelque chose qui est un tenseur donc, de rang 2 qui représente la distribution d'énergie, et de l'autre côté, donc l'idée c'est que si on décrit le champ gravitationnel comme un effet géométrique de courbure d'espace-temps avec des géodésiques qui peuvent, par exemple, se rapprocher et simulant ainsi une force gravitationnelle. Donc, si on décrit la gravitation de manière géométrique, ceci doit être de manière correspondante la composante temporelle, c'est-à-dire, bon, en tout cas, une composante d'un tenseur qui représente la géométrie, c'est-à-dire qui est formé à partir de la métrique de l'espace-temps, puisqu'on a vu que lorsqu'on a un espace métrique, de cette métrique, on peut tirer une connexion, la connexion de Levi-Civita, vous vous rappelez? C'est la connexion qui identifie les deux notions intuitives de ligne droite, qui est jamais tournée, c'est-à-dire avoir toujours un vecteur qui est... Enfin, de parcourir une courbe dont le vecteur tangent est le vecteur propagé, enfin, comment on dit, transporté parallèlement à lui-même. Donc c'est une notion, c'est la notion, je dirais, directionnelle de la ligne droite. On ne tourne pas, on va toujours tout droit. Donc concilier cette notion-là avec la notion de ligne droite en tant que chemin le plus court. Et donc dès lors qu'on a une métrique, on peut définir la longueur d'un chemin. Vous vous rappelez comment on fait, hein, on dit que la longueur d'un chemin, donc d'une courbe gamma, je sais pas, de AB dans M, qui à chaque paramètre, chaque valeur du paramètre donne un certain point, gamma de lambda, la longueur est définie comme l'intégrale de la vitesse paramétrique fois le paramètre. Hein, donc somme de d lambda, alors de A à B, de racine de g mu nu, x point mu, x point nu, où x mu représente le point sur la courbe au paramètre lambda, et x point, c'est d sur d lambda, donc c'est la vitesse par rapport au paramètre. Et ça, c'est la métrique au point x de lambda. Et ça, bien sûr, c'est invariant par reparamétrisation, ce qui est la moindre des choses pour une courbe. Sa longueur ne dépend pas de la vitesse à laquelle, à laquelle on la parcourt, effectivement, dès lors qu'on ne fait pas demi-tour. C'était un des éléments du partiel, donc vous avez tous vu ça. On a ici une métrique qui agit, donc c'est un tenseur de rang 0,2, qui agit localement en un point P dans l'espace TPM, en fait dans l'espace TPM croix TPM, donc il prend deux vecteurs tangents en un point pour en faire un nombre. Et donc ici, ça, si vous voulez, c'est le vecteur vitesse au point P, et donc ceci définit la vitesse au point P, enfin la norme de la vitesse au point P avec la métrique particulière qui dit comment tirer une norme d'un vecteur. Donc tout ça, normalement, est bien clair dans votre esprit. Et donc la connexion de Levi-Civita, c'est celle qui identifie la notion de géodésique en tant que ligne courbe qui ne tourne pas, enfin, dont le vecteur vitesse est autoparallèlement transporté par rapport à lui-même. C'est cette notation-là avec la connexion. Et la stationnarité de la longueur de la courbe, comme ceci. OK. Alors, donc ça,
voilà, donc c'est cette approche-là qui est l'approche d'Einstein dans le raisonnement, c'est-à-dire vraiment de comprendre à partir du principe d'équivalence, c'est-à-dire que voilà, le M inertiel et le M gravitationnel est le même pour tout le monde, comprendre qu'on peut traiter la gravitation comme d'un point de vue géométrique et de voir que l'équation de Newton n'apparaît que comme une composante d'une relation tensorielle, donc où on a d'un côté la géométrie, ici, et de l'autre le contenu énergétique de l'univers. Alors, reste à voir quelle est vraiment la forme de cet objet-là. Et puis, quant à ça, comme je vous dis, on a déjà, par notre compréhension des champs matériels, on a déjà une notion de tenseur énergie-impulsion, dont je vais préciser un petit peu plus la signification physique des termes aujourd'hui. Oui? Moi, c'est pour revenir à la longueur, parce que ouais. ce que j'ai à comprendre, c'est pourquoi on parle de longueur ou de durée propre, sachant que c'est exactement la même formule. À quel moment Alors, c'est que simplement, effectivement, dans l'espace-temps, alors, enfin, je représente déjà, je fais appel ici à votre connaissance de la relativité restreinte, donc je me permets de représenter des axes comme si c'était l'espace lui-même, puisqu'il y a l'espace affine, donc on peut identifier l'espace enfin, la carte d'identité fournit une représentation de l'espace lui-même. Quand vous avez, par exemple, X et T comme ça, avec un cône de lumière là, par rapport à ce point-là, et que vous avez voilà, une ligne d'univers, mais ceci est vrai, enfin, pareil, dans un espace courbe, voilà, la ligne d'univers d'une particule, c'est une courbe dans la variété. Ce qu'il y a, c'est que, donc, le long de cette courbe, enfin, le long de cette ligne d'univers, pour une particule, seul le temps s'écoule, puisqu'un corps ne se déplace pas par rapport à lui-même. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, quand je suis là comme ça, le temps s'écoule, mais quand je suis là comme ça, le temps s'écoule aussi par rapport à moi. C'est-à-dire, la trajectoire que enfin, la longueur de ma trajectoire dans l'espace-temps, c'est le temps qui s'écoule entre le début et la fin. Donc, c'est toujours... voilà. Donc, ça répond... OK. Donc, effectivement, c'est la même... ça, c'est somme de détaux pour la particule elle-même. Enfin, le détaux mesuré le long de la courbe d'univers. Enfin, c'est détaux si on remet les... ouais, si on remet les grandeurs, les dimensions, je veux dire. Alors, évidemment, ça, c'est la définition générale dans le cas d'une variété riemannienne, c'est-à-dire avec une métrique de signature plus, si vous voulez. Alors, dans le cas de la variété d'espace-temps, qui est une variété lorentzienne, hein, vous savez qu'évidemment, le temps a un signe différent. Alors, ça peut être l'autre convention, j'ai pris celle-là, donc très bien. À ce moment-là, si on suit le long de la trajectoire, enfin, le long d'une ligne d'univers d'une particule massive, la vitesse est time-like, c'est-à-dire qu'en fait, sa norme est négative, donc il faut mettre un moins ici, mais ça ne change rien. Hein. Auquel cas, c'est bien, c'est tôt. Enfin. OK. Alors, donc ça c'est une approche. Alors, oui, donc, on va dire juste 2 mots de plus. Je ne veux pas passer trop de temps dessus, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et je voudrais finir par un vrai calcul de redshift gravitationnel. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire, sinon on fera la prochaine fois, mais je pense qu'on peut avoir le temps. Ce T mu là, très bien, donc c'est le tenseur énergie-impulsion. Je dirais juste un mot rapide sur
sur ces composantes, la signification de ces composantes dans une carte particulière, étant entendu que le tenseur, il est ce qu'il est, peu importe dans quel référentiel on le regarde, mais par exemple, pour une particule au repos, donc dans son référentiel, ce tenseur énergie-impulsion, c'est juste, il n'a qu'une composante, la densité d'énergie, qui est nulle partout, sauf là où se trouve la particule. On va voir ça. Et donc là, le tenseur géométrique d'Einstein, donc ça c'est le tenseur d'Einstein, dont on a vu, alors en tâtonnant à partir, en essayant de voir, si on cherche un tenseur de rang 2 qui décrit la géométrie, on se dit, oui, ok, alors on a la courbure, hein, vous vous rappelez, R, A, B, C, D, le tenseur de courbure qui décrit entièrement les propriétés géométriques de façon intrinsèque de la variété. Si vous voulez un tenseur de rang 2, vous contractez le premier et le troisième. Alors vous pourriez contracter le premier et le deuxième, mais soit les contractions sont nulles, soit c'est les mêmes à un signe près en vertu des relations de symétrie entre les indices du tenseur de courbure. Donc peu importe, on définit le tenseur de Ricci comme ça, et donc l'idée c'est de mettre le tenseur de Ricci là. Très bien, sauf que ça ne marche pas. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu, ça ne marche pas parce que d'un côté, l'énergie se conserve, et donc on a cette relation-là qui exprime la conservation de l'énergie, donc la divergence de ce T mu nu qui est nulle, et de l'autre côté, on n'a pas divergence de R mu nu. Oui, je l'ai mis en bas. Alors oui, bien sûr, on monte les indices par la métrique, hein, à chaque fois, qui donne un isomorphisme canonique. Vous avez vu ça aussi dans le partiel. Ça, c'est pas égal à 0 de manière générale. Et donc, on peut, à partir des identités de Bianchi, on peut voir qu'une façon de modifier ça pour avoir quelque chose qui se conserve, c'est effectivement de fabriquer le tenseur d'Einstein, qui est donc R mu nu moins 1,5 de G mu nu R, où R est c'est R mu mu, quoi. C'est la contraction de alors ça, c'est-à-dire en fait R c'est G mu nu G mu nu R mu nu. D'accord, c'est la contraction du tenseur de Riemann. Si vous voulez, vous montez un indice par la métrique et après vous prenez la trace de l'opérateur qu'on a obtenu. Voilà. Et donc, si on fait ça, alors ça marche. Et donc, les équations d'Einstein, on les a écrites la dernière fois, enfin, en les justifiant un petit peu mieux qu'avant, et simplement, ça vous fixe comment ce tenseur d'Einstein donc, dépend de la métrique. Donc, c'est vraiment le contenu géométrique la description géométrique de l'espace-temps, et ça, c'est le contenu matériel. Et il y a un facteur de proportionnalité, c'est-à-dire qu'effectivement, si je prends 5 fois ça, ça marche encore. Ça marche encore, c'est-à-dire c'est toujours de divergence nulle. Donc, la question, c'est comment relier exactement la force de gravitation à la densité d'énergie, et ça, le lien est fixé par la constante de gravitation Newton. Alors, reste à voir donc comment en fait fixer ce paramètre kappa, par exemple, qui fait donc le lien qui exprime en fait l'intensité de la force de gravitation par rapport à la masse, enfin, ou à l'énergie, de manière générale, aux densités d'énergie. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, ça, en fait, ce paramètre, c'est 8πg. Si on retire C égale 1, divisé par C4, je vous l'ai dit comme ça, mais on ne l'a pas montré. Et donc, on va essayer de voir ça. L'autre approche, avant de se lancer là-dedans rapidement, l'autre approche, c'est celle d'Hilbert, évidemment, hein, inspirée par tout le travail d'Einstein d'abord, qui a compris la nature géométrique de la gravitation.
Hilbert suit une approche variationnelle en disant, ben, en fait, en physique, on a ce principe variationnel qui est que donc, S, c'est la somme d'un Lagrangien je sais pas, en physique classique, la somme d'un Lagrangien voilà, par rapport au temps. Alors évidemment, quand on est dans l'espace-temps, il va falloir étendre ça à la somme en fait sur l'ensemble de la variété d'une densité de Lagrangien. D'accord, avec le temps, mais aussi l'espace. Si on... Oui, donc qui est un scalaire. Et le principe variationnel nous dit delta S égale 0. Et on a une conservation automatique si on regarde la variation de delta S par rapport à un changement de la métrique, ça nous donne une équation, c'est l'équation du mouvement du champ gravitationnel, si vous voulez. Donc si on varie S par rapport à la métrique, on obtient directement G mu nu. Si vous voulez, le delta S va s'exprimer comme la somme de G mu nu, delta de G mu nu. Alors à des facteurs près. Et du coup, ça, si on veut que delta S soit 0, donc que S soit stationnaire par rapport à n'importe quel changement de delta G mu nu, ça nous donne la valeur du G mu nu en question. Et donc, c'est une façon... Alors, et quand on fait ça, on retrouve la même forme, on retrouve cette forme-là. Alors, quand on fait ça, on se dit, oui, d'accord, mais c'est quoi l'autre côté de l'équation, le membre de droite? Ben, en fait, c'est simplement réaliser que dans un système physique, les actions s'ajoutent. Et donc, en réalité, l'action, ça va être l'action de la géométrie plus l'action de la matière. Et alors l'action de la géométrie va dépendre de G et de ses dérivés, etc. Et puis l'action de la matière va dépendre des champs de matière. Et puis, évidemment, les champs de matière sont distribués dans l'espace-temps, donc ça dépend également de la géométrie. Et donc, si vous faites la variation de S, vous allez obtenir ça qui vous donne G mu nu, et ça qui vous donne T mu nu, justement. Et vous allez avoir directement l'équation d'Einstein comme tirée du principe de moindre action. Alors, on a fait ça la dernière fois. En tout cas, je vous ai montré comment faire. On n'a pas fait explicitement le calcul de la variation de l'action d'Hilbert-Einstein. Je vous rappelle cette action Hilbert-Einstein. C'est simplement alors c'est la somme ça doit être un scalaire, et en fait, si vous voulez former un scalaire à partir de la métrique, en prenant les dérivés jusqu'à la dérivée seconde, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une solution, c'est de prendre R, éventuellement une constante, donc c'est pour ça qu'on peut mettre de lambda, et puis je vous avais expliqué, on a été allé très vite là-dessus, enfin je ne l'ai pas montré, mais j'ai justifié que si on veut une densité de Lagrangien, quand on intègre, la question c'est comment on intègre sur une variété. Intégrer sur une carte, on sait faire, mais si on change de carte, est-ce que ça donne la même chose? La réponse est non, parce que quand on passe d'une carte à une autre, il y a un jacobien qui apparaît, vous vous rappelez de ça, et donc il faut compenser ce jacobien. Donc la bonne façon de faire, je ne l'ai pas montré en détail, mais vous comprenez d'où ça vient, c'est de rajouter moins le déterminant de la matrice, de la métrique, justement. Qu'on note souvent, je vais le faire comme on note d'habitude, G. Enfin, c'est racine, c'est le module de G. Il se trouve que pour une variété lorentzienne, évidemment, le déterminant de la métrique est négatif, puisqu'on a les valeurs propres comme ça. Donc ça, c'est le déterminant de G mu nu.
enfin de la matrice G mu nu, bref. Ok, donc quand on varie ça, on obtient G mu nu, et puis, et du coup, en fait, on voit, c'était ça que je voulais vous rappeler ici, on a une construction directe du tenseur d'énergie-impulsion comme la variation de S par rapport à la métrique. Et donc, alors, ça c'est le type de choses que je ne connais pas par cœur. Je vous rappelle juste la formule, enfin vous l'avez dans vos notes. Comment on obtient... Comment on écrit... Voilà. Donc le T mu nu apparaît ici comme... Alors, avec les indices en bas, bon, peu importe, hein, encore une fois, on monte et on descend les indices avec la métrique. Donc c'est moins 2 sur racine de moins g, le même g ici, hein, toujours qui apparaît pour la densité de Lagrangien. Delta, donc la variation de racine de moins g fois le Lagrangien, fois la densité de Lagrangien, donc de la matière, par rapport à g. Voilà. Enfin, à g mu nu. Voilà. Donc là, l'équation d'Einstein s'en déduit directement, puisqu'en fait, T mu nu est défini comme la variation de l'action par rapport à... Enfin, du Lagrangien qui sous-tend l'action, évidemment. On écrit delta S égale 0, donc ça implique que... enfin, ça fait sortir ce tenseur-là. Et donc, on a directement, effectivement, le G mu nu, je les mets en bas cette fois, puisque j'ai mis en bas là, égale T mu nu. Et le point clé, c'est que de la même façon, ici, les équations du mouvement du champ gravitationnel, c'est-à-dire de la métrique, enfin, la métrique, c'est plutôt le potentiel gravitationnel, si on veut être précis dans les termes, les équations du mouvement de ce champ, donc ce qui détermine la métrique, seraient les mêmes si je multipliais cette action par 22, par racine de pi sur 12, etc. C'est-à-dire que, disons, delta S égale 0. Si delta S égale 0, delta de 25 fois S, c'est encore égal à 0. Donc, il reste le problème de fixer le poids relatif entre S géométrique et S matière. C'est exactement le même problème que se poser la question, OK, la géométrie est égale enfin, les variations de la géométrie sont égales à la densité d'énergie, mais avec quel facteur de proportionnalité? Donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit, d'ailleurs je ne me rappelle plus par cœur non plus, il y a 1 sur 16 pi g, voilà, c'est ça. En fait, le S, l'action d'Hilbert-Einstein, voilà. Si on veut coller avec l'action de la matière habituelle, avec les unités qui vont bien, il faut rajouter ce terme-là. Mais encore une fois, qui fixe le poids relatif de la géométrie par rapport à l'énergie, enfin de la matière par rapport à la géométrie. Donc, c'est pareil, je vous l'avais posé comme ça, parce que c'est ça qui donne la bonne force de gravitation, mais on ne l'a pas justifié plus que ça. Parce que vraiment, ce qui nous intéressait, c'est conceptuellement comment sortir une équation du type géométrie égale matière, qui est le fond du problème. Et donc, il y a ces deux façons de faire, mais évidemment, ça donne la même chose. D'abord, il n'y a qu'une physique, mais c'est vraiment juste... Enfin, ce qu'a fait Hilbert, c'est juste trouver de façon beaucoup plus profonde comment sortir un tenseur géométrique dont la divergence soit nulle, parce que c'est automatiquement garanti dans le cas d'un principe variationnel comme ça. Voilà. Mais, donc il y a ces deux approches, quelle que soit celle qu'on suit, dans tous les cas, il se pose la question du poids relatif entre la géométrie et... Enfin là aussi, disons, il y a un poids, si vous voulez. Enfin, c'est celui-là. Entre la géométrie et la matière. Alors, comment trouver ce poids relatif? Simplement en regardant la limite
à faible champ, la limite newtonienne, faible vitesse, faible champ, parce que là, on connaît la gravitation. Ça doit donner ce qu'on connaît en gravitation newtonienne, c'est-à-dire ça doit donner delta phi égale 4 pi 0. Voilà. Avec la force A égale moins gradient de phi, quoi. Enfin, l'accélération A égale moins gradient de phi. Donc on va faire ça rapidement. Je ne veux pas y passer trop de temps parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, mais voilà le début du programme. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rappel? Ça, vous avez bien compris? Si vous avez compris ça, vous avez compris la relativité. Après, on va voir, il y a des conséquences de la relativité, mais voilà. Ah, un mot... Enfin... quelque chose que je trouve magnifique, c'est que effectivement, on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire, de même que Hilbert a trouvé l'action en disant je veux un scalaire formé à partir de la métrique et de ses dérivés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a R, et puis c'est tout. Donc on peut effectivement ajouter une constante cosmologique si on veut. Mais voilà, en tout cas, le plus simple. Après, on peut aller à des ordres supérieurs, mais la physique est à l'ordre 2. Enfin, toute la physique qu'on connaissait est à l'ordre 2, hein, c'est-à-dire c'est l'accélération qui est égale à la force. Donc, vous n'avez pas des dérivés de troisième de la vitesse. Les équations de Maxwell, tout est à l'ordre 2. L'équation d'onde, dérivée seconde du champ E par rapport au temps, par rapport à l'espace, delta E moins 1 sur C2, D2E sur dt2 égale 0. Ce que vous voulez. Les équations de Maxwell par rapport au... là, je suis déjà au-delà. Les équations de Maxwell ont l'air d'être au premier ordre, mais en les champs, rotationnel, divergence, mais le champ E et B sont eux-mêmes des dérivés du potentiel. Hein. Donc voilà, tout est à l'ordre 2. Donc le potentiel ici étant G, on se dit, on va chercher à l'ordre 2. Et là, il n'y a pas le choix. C'est R ou c'est tout. Ou alors une constante, évidemment, pourquoi pas l'ajouter. Donc, il n'y a pas le choix, en fait, pour la relativité. De la même façon, de ce côté-là, il y a un théorème intéressant qui est dû à Cartan. Je crois que c'est 1922 ou 23, donc c'est rapidement après. Il montre que ce théorème dit que si vous cherchez un tenseur qui décrit donc la géométrie et qui est formé à partir de G ou de ses dérivés ou de ses dérivés secondes, mais pas au-delà, donc on s'en tient à l'ordre 2. Donc vous voulez que effectivement sa divergence soit nulle, hein, donc c'était la requête, là si on suit l'approche plus côté Einstein, donc sans passer par l'action. Si on cherche donc un tenseur qui dépend de la métrique jusqu'à l'ordre 2, qui est nul, et tel qu'il soit nul si la métrique est la métrique de Minkowski, hein, on note état menu la métrique de Minkowski, moins 1, 1, 1, 1, d'accord? Eh bien, en fait, il n'y a qu'un seul tenseur qui vérifie ça, c'est le tenseur d'Einstein. Donc, en fait, vous voyez, de la même façon, il n'y a pas le choix. C'est ça et c'est pas autre chose. Il reste juste, comme je disais, la question du lien entre les deux. Ça, c'est l'intensité de la force. Faut juste trouver... Ça, c'est une constante, ça doit être une constante. Il faut juste trouver la bonne constante. Et pour ça, donc, on va regarder la limite newtonienne, tout simplement. OK. Eh bien, c'est beau, ça. Alors, c'est un peu le bazar, ce tableau. Donc, j'efface tout. Je crois que c'est le mieux. Ouais, je l'avais noté, c'est bien 1922. Donc,
vous dis Cartan 1922. Ok, alors c'est dans mon décompte, mais je ne sais pas si je m'y étais tenu. D'abord j'avais un 9, interprétation du tenseur énergie-impulsion, je vais le noter comme ça, T-minu. En fait, des composantes T-minu, je devrais dire. Et je vais pas faire très long là-dessus, ce serait intéressant éventuellement, mais je préfère passer à autre chose rapidement. Alors, donc on a l'action d'Einstein-Hilbert qui vaut donc somme. Somme sur le temps propre, justement, c'était votre question, MC. Enfin, le MC, je peux le mettre. Ça, c'est pour faire la dimension d'une action, c'est la quantité de mouvement fois une longueur. Hein. Donc ici, je mets simplement la longueur de la courbe. Pardon, ça c'est l'action donc pour une particule. Hein. Une particule de masse m. Et donc racine de G-nu x.nu. Donc c'est vraiment la vitesse de la particule, c'est l'action qui donne la trajectoire de la particule en tant que géodésique. Hein, ce qu'on a dit, une particule libre, oui, le particule de masse m, libre, particule libre. Je prends une particule libre. Et voilà, voilà son action. Alors, et ça c'est au point x particules de taux. Voilà. Et puis le x point, c'était d sur d taux. Donc j'ai le Lagrangien là. Alors en réalité, ce que je veux, c'est la densité de Lagrangien. Donc je vais écrire ça comme, en fait, la somme sur d4x, enfin à 4 dimensions, de moins mc, la même chose. Et puis je dis que la particule suit la trajectoire, suit la ligne d'univers. X, donc dans une certaine carte X, bien sûr, X de la particule qui vaut donc X0X, je peux le noter comme ça si vous voulez, de taux, où X0 c'est justement taux, enfin c'est taux, si je remets les C. Hein. Ok, et donc ceci, si j'ai une particule ponctuelle, je passe de la somme habituelle, donc le long de la trajectoire, à la somme sur tout le volume. Simplement, la particule est localisée quelque part, donc il suffit que je rajoute donc fois delta de x0 moins là où est la particule à l'instant tau, justement, et delta 3 spatial x moins là où est la particule à l'instant tau. Donc voilà l'action. Et donc le Lagrangien de cette particule, c'est ça, enfin plus exactement, ça c'est le racine de moins g, L, avec L, densité de Lagrangien. Alors en fait, si je prends x qui vaut c tau, vous voyez qu'ici j'ai des longueurs au carré, j'ai des longueurs aux puissance 4. Donc là j'ai une densité spatiale. Alors la densité de Lagrangien spatiale, mais ici j'ai 1 sur c tau. Donc ça en fait, ça c'est en fait 1 sur c si on remet la densité de Lagrangien. Bien. Et ce qu'on a vu, enfin ce que je vous ai rappelé, ce qui sort de l'approche avec l'action,
c'est que T mu nu, donc à nouveau, je ne connais pas par cœur cette formule, mais c'est que T mu nu, le T mu nu qui sort d'un Lagrangien de matière particulier, c'est donc moins 2, je l'ai réécrit là tout à l'heure, mais vous voyez, je l'ai déjà oublié, delta de racine de moins g L, donc de la particule ici, enfin de la matière, de la particule. Je cherche le tenseur énergie-impulsion d'une distribution de matière particulièrement simple qui est constituée d'une particule libre, donc qui suit une trajectoire géodésique divisée par delta G mu nu. Bien. Et donc, donc, il suffit de calculer le delta de ce truc-là. Alors là, on a des deltas, des fonctions delta, donc quand on va intégrer, à la fin, il faudra juste, ça fixera la valeur de x0 à ça et la valeur de la position x. Enfin, je résume les trois composantes par ce vecteur, là où est la particule. Et puis, juste faire la différentielle de ça, mais on l'a déjà fait, c'est comme ça qu'on avait obtenu l'équation géodésique, justement. Enfin, voilà. Donc, je vois que le temps file. Plutôt que de le faire, ça prend quelques lignes, mais je me connais au tableau, ça va dériver. Je vous donne le résultat, mais on a déjà fait ça plusieurs fois. Et donc, on obtient que T mu nu au point P, enfin en un point donné, point P, c'est-à-dire alors au point P, donc on est dans une carte X, c'est-à-dire au point x-1 de x0, x1, x2, x3, voilà. C'est-à-dire au temps c taux et à la position x, si vous voulez. Ct, peu importe, là, dans une certaine carte, ça donne ça. Ça vaut, alors, mc sur d de x0 de la particule sur des taux, module. Ça vient de là quand vous faites ce... Vous savez, quand vous intégrez un delta, somme de delta de f de taux, vous rappelez que... Enfin, si vous voulez, delta de f de taux, vous rappelez que c'est 1 sur f' de taux 0, delta de taux moins taux 0, où taux 0 est un 0 de la fonction f. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc si vous essayez de refaire, à un moment, il faut utiliser ça, mais voilà. J'avais prévu de le faire, mais je crois que c'est mieux de ne pas, d'omettre ça. Donc x.mu, x.nu, donc en taux de x0 et en taux de x0, fois justement le delta x moins x de la particule en taux de x0. Voilà. Donc vous voyez, ça vous donne le tenseur énergie-impulsion. Il n'y a aucun mystère là-dedans, il suffit de le faire, vraiment, ça prend quelques lignes. Ça vous donne le tenseur énergie-impulsion associé à une particule qui, dans l'espace-temps, a une ligne d'univers qui correspond à cette vitesse-là. Alors, cette vitesse-là, c'est un vecteur. Alors là, évidemment, il est exprimé dans une carte, mais sa quadrivitesse, elle est ce qu'elle est. Je note UMU, enfin, c'est un vecteur. Enfin, c'est un vecteur à 4 dimensions, quoi. Enfin, c'est une vitesse. Donc ça appartient, si vous voulez, ça appartient à TPM en chaque point. Ça appartient à TPM. En quel point? Le point où se trouve la particule à chaque instant. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on obtient comme ça le tenseur énergie-impulsion associé à une particule donnée. Et après, vous pouvez mettre plusieurs particules ensemble et vous regardez ce que ça donne. Alors, essentiellement, vous faites la somme de tout ce tenseur énergie-impulsion. Alors, ceci peut encore se réécrire. Alors, ouais. Peut encore se réécrire. Donc, MC, x.mu,
x point nu, et ça, c'est rien d'autre que x0 point. Voilà. Delta 3 de x moins x particule, là où elle se trouve à l'instant t. Ok. Bien. Voilà, voilà. Ok, et donc, si maintenant on se met dans le référentiel propre de la particule, enfin, dans le référentiel de la particule, dans le référentiel de la particule, bah, tout simplement, x0 de la particule, bah, c'est taux, et puis x égale 0 par rapport à elle, enfin, si on prend l'origine là où elle est. Et ça nous donne un tenseur énergie-impulsion, qui n'est rien d'autre, donc, il suffit de remplacer, que, alors, donc vous voyez que vous avez, donc là vous avez C2 et là vous avez C, hein, d'accord, la vitesse, la vitesse de la particule dans la direction temporelle, c'est C, d'accord, enfin c'est moins C, c'est... Enfin, d'accord. La norme de n'importe quel quadrivecteur, c'est moins c carré, d'accord, enfin, la norme au carré. Donc ici, vous avez c carré, ici, vous avez c, dt sur dt, et donc vous voyez que vous avez mc2, simplement. Vous avez mc2, vous voyez qu'il sort ici, comme ça, directement, l'énergie de la particule. Donc mc2, évidemment, puisque c'est là où est la particule, donc c'est en fait la densité d'énergie. Donc en fait, c'est ρC2. Si vous avez plusieurs particules, c'est ρC2. Et donc, il va sortir, enfin, vous pouvez l'écrire en termes de densité, ρC2, et puis des zéros partout, en fait. Dans le référentiel de la particule, enfin, de la matière, si vous avez plusieurs particules au repos, vous avez le tenseur d'énergie-impulsion qui n'est rien d'autre que, je mets mu là pour voilà, le tenseur d'énergie-impulsion, c'est simplement ρC2 dans la composante 0, 0. Vous voyez que c'est ce qu'on a dit, je crois, dès le premier cours. Le ρ, la densité de matière, c'est la composante temporelle d'un tenseur de rang 2, le tenseur énergie-impulsion, justement. Ça ne peut pas être autrement. En vertu de la relativité. On a juste écrit ici qu'on est dans un espace-temps lorenzien, et on voit que dans le référentiel propre des particules, le tenseur énergie-impulsion s'écrit comme ça. Alors, si maintenant on est dans un référentiel où la particule est en mouvement, donc ça, dans le référentiel de la particule, okay, dans un référentiel où la particule est en mouvement, eh bien, c'est la même formule, mais cette fois, alors, on va avoir, alors je vais regarder, donc on a toujours T0, 0, c'est toujours la densité d'énergie. Mais maintenant, je vais avoir un T0i, si vous voulez, pour i égale 1, 2 ou 3, qui n'est plus nul, puisqu'il y a une composante maintenant de la vitesse dans les directions IJK. Enfin, dans 1, 2, 3, si vous voulez. Hein. Donc c'est exactement, le tenseur, il est ce qu'il est, il ne dépend pas du référentiel. D'accord ? Il ne dépend pas de la carte choisie. Il est ce qu'il est. Simplement maintenant, si la particule n'est plus au repos, c'est-à-dire avant ce que j'ai considéré, c'est qu'on avait x point mu ici, là, enfin,
Enfin, oui, c'est ce que j'ai écrit là. Donc on avait x point mu qui valait C0, 0, 0, tout simplement. Donc maintenant, x point mu, c'est plus C0, 0, 0, c'est... eh bien, c'est en fait, justement, c'est à m près, enfin, m x point, c'est P1, P2, P3. Enfin, c'est le quadrivecteur... c'est préféré comme ça, c'est le quadrivecteur vitesse, d'accord, habituel. Hein. Donc vous avez ici, en fait, ρ. Donc ici, vous avez C sur, ici, là, vous avez dt sur des taux, donc vous avez le gamma qui apparaît, et donc vous avez gamma ρ pi, tout simplement. D'accord sur M. Pourquoi sur M? Oui, pardon. Vous avez gamma rho, oui, xi point, c'est ça. Et donc ça, si vous voulez, ça fois le delta 3, d'accord? Ça qui vous donne la densité. Et donc ça, c'est la composante de la quantité de mouvement. D'accord? Donc vous voyez que, en fait, vous avez dans le référentiel propre de la particule, vous avez la densité d'énergie 0, 0, 0. Mais dans un référentiel où la particule est en mouvement, il suffit d'écrire, c'est la même formule, il n'y a rien qui change, vous changez de carte. Et donc vous avez maintenant des xi points qui ne sont pas nuls. Et donc vous voyez que vous avez ici, en fait, la densité d'impulsion, la densité du quadrivecteur impulsion. C'est-à-dire que la densité d'énergie, c'est que la densité de la première composante du tenseur énergie-impulsion. Donc, oui, bah, je ne sais même pas quoi dire d'autre. Donc, ok, densité d'énergie, et là, densité de la composante I du quadrivecteur impulsion. C'est vraiment ce qu'on dit depuis le début. L'énergie tout seul, c'est pas un scalaire de l'espace-temps, c'est pas un objet physique, ça dépend du référentiel. Bien évidemment que l'énergie dépend du référentiel, c'est vrai même en newtonien. L'énergie cinétique, la vitesse dépend du référentiel, donc l'énergie dépend du référentiel. En fait, l'énergie, c'est que la première composante du quadrivecteur énergie-impulsion. Quadrivecteur énergie-impulsion qui s'écrit P, comme ça. Alors E sur C, si vous voulez, voilà. Ok, donc, vous avez en fait, si on écrit le tenseur énergie-impulsion, T mu nu, vous avez T0, 0 ici, voilà. Et puis les T0, si vous voulez, on va faire un... Voilà. Et puis TI0, et puis TIJ. Donc vous avez T00 qui est la densité d'énergie, T0I qui est la densité de la composante I de la quadri-impulsion. Ça, ce n'est rien d'autre que la densité de la composante 0 de la quadri-impulsion. De la composante 0, c'est-à-dire temporelle du quadrivecteur. Alors ici, comment interpréter ça? Ben, ici, en fait, vous avez les flux, c'est-à-dire là, l'interprétation de ça, là, vous connaissez cette équation, qui est la loi de conservation locale d'une certaine densité, par exemple la densité de charge, ou ça, si je le traduis dans des notations plus habituelles, dρ sur dt plus div de j égale 0, où j, c'est justement ρv, c'est le courant associé à ce dont ρ est la densité. Donc ça, c'est l'équation de continuité ou l'équation de conservation locale
de la charge électrique, par exemple. Et à ce moment-là, ρ, c'est la charge électrique, et là, c'est la densité de courant électrique, enfin le vecteur densité de courant électrique. Mais ça marche aussi, évidemment, l'équation de continuité ou de conservation locale de la masse, avec ρ, densité de masse, et ici, le courant de masse. Hein. Ça vous parle, ça? J'ai l'impression que c'est pas... Si? Bon. Et donc, en fait, la densité, c'est que la première composante d'un quadrivecteur courant. Donc ici, en fait, c'est la première composante du quadrivecteur courant d'énergie. Et donc, ce que vous avez là, le TI0, donc j'ai donné T00, T0i, le TI0, c'est le flux d'énergie, parce que c'est le flux de la grandeur qui est la première composante ici, qui est la densité d'énergie, c'est le flux d'énergie à travers une surface unité dans la direction I. Hein, vous vous rappelez comment on établit l'équation de continuité? Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez tout ça en tête, donc je ne sais pas à quelle vitesse il faut que j'avance, mais vous vous rappelez comment on définit on écrit l'équation de continuité? Vous dites que la variation de la quantité, donc vous avez une certaine densité, donc la quantité de, par exemple, la quantité de charge là-dedans, c'est somme, enfin c'est ρ fois le volume. Alors si vous avez dx, dy, dz, vous avez ρ, dx, dy, dz, et donc vous avez la variation de la charge à l'intérieur du petit cube, c'est égal au flux rentrant, enfin au flux sortant moins le flux rentrant, enfin c'est le bilan de tout ce qui est passé par les faces. C'est ça que veut dire la conservation, l'équation de continuité. La conservation locale, ça veut dire que si jamais la charge à l'intérieur du volume change, c'est parce qu'on en a apporté ou parce qu'elle est sortie. Donc c'est le bilan de le flux ici, J en x plus dx fois dy dz, plus donc J dans la direction... Enfin, oui, J, moins ce qui est rentré sur l'autre face, plus pareil sur les faces Y et Z. Et ça, vous voyez que c'est justement, si après vous divisez par tout ça, ça vous fait J de x plus dx moins J de x divisé par dx, ça fait dj sur dx. Et donc plus dj sur dy, enfin jx, la composante qui va bien, et ça vous donne la divergence. C'est comme ça qu'on obtient des ρ sur dt plus divergence. D'accord, c'est vraiment, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc ici, vous avez bien le flux d'énergie à travers une surface, la surface dans la direction x, y, z, dans la direction i. Donc vous voyez, la signification physique de cette grandeur-là est simple. Alors maintenant, qu'en est-il ici? Eh bien, quelqu'un a levé la main, non? Non, citez-vous. Non, c'est juste pour dire ρ sur dt, c'est moins le flux. C'est moins. Parce que ce qui rentre, c'est... Oui, exact. Oui, exact. Merci. Oui, c'est moins. Donc on obtient moins diff de j, et c'est pour ça qu'après, quand on repasse, on obtient plus. Merci. C'est tout à fait ça. OK, et donc là, vous avez la densité d'énergie, et là, le flux d'énergie dans la direction I, dans la direction 1, dans la direction 2, dans la direction 3. Et là, c'est quoi? Eh bien, c'est de la même façon. En fait, ici, vous avez la densité de la composante PI. C'est ce qu'on a écrit là. C'est la densité de la composante PI du quadrivecteur, enfin, de la quadri-impulsion. Et donc ici, vous avez le flux de la composante PI de la quantité de mouvement
dans la direction J. TIJ, si vous voulez. Donc TIJ, c'est le flux de PI dans la direction J, par unité de surface dans la direction J. Oui. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement, par exemple, si vous avez un fluide, vous avez des particules qui... Donc vous pouvez... Donc vous avez par exemple une particule qui a une certaine vitesse par là. Donc elle a une certaine composante, mettons, dans cette direction-là, de la vitesse, de la quantité de mouvement. Et vous pouvez regarder comment cette composante traverse, enfin quel est le flux de cette composante dans cette direction-là, ou dans celle-là, au cours du mouvement. Eh bien c'est exactement ça. Donc ça va être associé... c'est les aspects de viscosité. Quand vous avez un fluide, vous pouvez avoir un flux la viscosité, c'est quoi? C'est que vous avez deux couches de fluide comme ça, et donc vous avez cette couche-là qui va entraîner celle-là. Donc, vous voyez, si cette couche-là va plus vite que celle-là, ça va la mettre en mouvement, d'accord? Par viscosité. Et donc vous allez avoir un flux de la quantité de mouvement dans cette direction-là, qui se propage par là, ça va se transmettre par là, etc. Donc vous avez un flux de la quantité de mouvement par là, dans cette direction-là. C'est exactement ça, en fait. D'accord? Ouais. C'est un peu avec les mains, mais... Donc, voilà, grosso modo, ce que ça représente. Alors, on peut écrire... Bon, de toute façon, fondamentalement, le T mu, ça reste... ça y est, cette fois, c'est rentré. Ça reste ça, hein, ça doit être ça. C'est ce que c'est. Si vous avez le Lagrangien de la matière, le T mu, il est ce qu'il est. Mais si on essaye de le raccrocher à des situations simples, c'est pour ça que j'ai pris le cas d'une particule, là où elle est. Là, il suffit de calculer et ça nous donne une intuition claire de ce que représentent ces différents termes. Par ailleurs, je vous rappelle, le tenseur d'énergie-impulsion a été introduit avant la relativité et on a écrit à la fin du XIXe siècle un tenseur énergie-impulsion associé au champ électromagnétique. Simplement, si après vous écrivez le Lagrangien du champ électromagnétique et que vous appliquez ça, vous retrouvez la même chose, évidemment. Donc, in fine, le fond du problème, c'est ça. Mais si on veut une intuition physique de ce que ça représente, ce n'est pas inutile non plus. Voilà ce que ça signifie. Alors, en particulier, si on a un peu le temps de faire de la cosmologie à la fin du prochain cours, on peut écrire ce qu'il en est dans le cas d'un fluide. Alors, dans le cas d'un fluide parfait, dans son référentiel propre, vous avez T mu nu qui va en fait s'écrire ρ C2 0, 0, 0. Dans son référentiel propre, évidemment, il n'y a pas de quantité de mouvement, enfin, il ne se déplace pas, d'accord? Donc voilà. Et vous avez ici, en fait, la pression. Vous savez que la pression, les unités de la pression, les dimensions de la pression, c'est une densité d'énergie. Hein. Donc, vous avez ici ce qui n'est rien d'autre que la pression. Pourquoi c'est la pression? En fait, la pression, c'est bien le flux de quantité de mouvement le flux de quantité de mouvement dans le flux de la composante d'une quantité de mouvement dans sa propre direction. Hein, quand vous calculez la pression, vous regardez la pression d'un gaz ou d'un fluide, d'un liquide quelconque, vous regardez le flux de quantité de mouvement à travers. C'est ça qui vous donne la force par unité de surface. La force, c'est P fois ds. Donc et ça, c'est dP sur dt. C'est le flux de quantité de mouvement par unité de surface. C'est ça la pression.
Et donc, bien évidemment, on retrouve ça. Vous voyez, avec cette interprétation physique, tout ça est très clair. Donc, le tenseur énergie-impulsion d'un fluide parfait s'écrit comme ça. Pourquoi il n'y a pas des termes croisés ici? Justement, parce que c'est un fluide parfait et il n'y a pas de viscosité. Donc, il n'y a pas de transfert de quantité de mouvement par là dans une autre direction. Il n'y a pas d'entraînement. Les couches sont... les couches de fluide n'entraînent pas les voisines. Donc, il n'y a pas de flux. Donc, vous voyez, tout ça est clair. Je vais vite, mais... Oui. Pardon, ça, c'est la pression. Et ça, c'est la quantité de mouvement. En fait, et puis là, il faudrait mettre dans la direction orthogonale à la surface. Hein. C'est F égale PdS. Et F, c'est dP sur dt. Voilà, tout simplement. Hein, c'est ça. Voilà. Bon, encore une fois, je fais vite, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut raccrocher tout ça à des choses qu'on connaît bien, disons, qui nous parlent avec les notions antérieures. Hein. Très bien. Alors, on a ça. Et dans un autre référentiel, donc ça, c'est dans le référentiel de repos du fluide, dans son référentiel. Et dans un autre référentiel, on a T mu nu qui vaut, alors, la densité d'énergie plus P U mu U nu oui, plus P état mu nu où U est la quadrivitesse enfin, du fluide au point considéré, au point P ici, hein, donc au point P de la variété. Hein. Bon, état mu nu ne dépend pas de P, hein, donc voilà. C'est la même chose, hein, sauf que ici U mu, si vous voulez, c'est moins C, 0, 0, 0. Voilà. Dans son référentiel propre, la particule se déplace que dans le temps, mais puisque ça c'est un objet tensoriel, ça c'est bien ça, c'est ça traduit dans son référentiel propre, et donc ceci étant une expression temporelle, elle est vraie dans tous les référentiels. Donc dans le référentiel où la particule est au repos, on a ça, dans le référentiel où elle n'est pas au repos, on a ça, où donc ça c'est la densité d'énergie dans ce référentiel-là. Voilà. Ok, je le note juste en passant parce que si on a le temps de faire... pardon, il doit y avoir un sur C2, parce que il y a déjà les vitesses là, donc c'est ρ C2, mais avec U qui vaut C, donc pour diviser par C2. Si on a le temps de faire un peu de Cosmo, on fera peut-être appel à ça. Ok, alors... Maintenant, quelle heure est-il? Il nous reste un quart d'heure avant la pause. On va voir ce qu'on peut faire. On va maintenant essayer de voir la limite newtonienne pour déterminer, c'est ça que je cherche depuis le début, dont je parle depuis le début, déterminer le fameux kappa qu'il y a entre G mu nu et T mu nu, qui va fixer l'intensité qui correspond à l'intensité de la force gravitationnelle. Donc on a T mu nu, on a G mu nu en tant que tenseur géométrique, un tenseur de rang 2 décrivant la géométrie, et il faut déterminer kappa, et pour ça on va se placer dans la limite newtonienne, parce que dans la limite newtonienne, on connaît la force de gravitation. Et son intensité est donnée par la constante G, la constante universelle de Newton. Donc ça doit être un neuvièmement, du coup, limite newtonienne. Alors, c'est quoi la limite newtonienne? D'abord, c'est des vitesses petites devant la vitesse de la lumière. C'est des champs faibles.
Et des choses peu variables, on va se mettre dans un champ, on va prendre un champ statique. C'est-à-dire que les corps se déplacent à vitesse faible devant la vitesse de la lumière. Donc, si vous voulez, les effets de retard, quand une particule, enfin, si une masse se déplace, évidemment, ça modifie le champ gravitationnel. Pas instantanément, il faut le temps que ça vienne, mais dans la limite newtonienne, si vous voulez, c'est comme si comme si C tendait vers l'infini. Donc on peut dire que tout ça est instantané en quelque sorte. Et en fait, on peut considérer une situation statique, c'est-à-dire que toutes les dérivées temporelles, d sur dt, seront nulles. OK, alors, on va commencer par l'équation géodésique. Pour rappeler l'équation géodésique, dans une certaine carte X, eh bien, X de point I plus gamma IJK, X point J, X point K, égale 0. Donc ça, il faut le savoir par cœur quand même. Hein. Je pourrais répondre à la question préalable. Ça, je pense que c'est quand même accessible. C'est pareil, la dérivée... La dérivée covariante d'un vecteur avec le gamma qui va bien, bon, ça, faut quand même pas. D'accord, c'est pas. Oui. Tout ce qui est connexion, coefficient de la connexion de l'objet, faut les connaître par cœur aussi. En fonction de G, des ronds. Non. Ce serait bien, mais soyons réalistes. OK. Alors, donc, pour commencer, x.i, pour i égale 1, 2, 3, est petit devant x.0. D'accord ? Donc, la seule composante qui va nous intéresser, c'est pour j égale k égale 0. D'accord ? Donc, on va avoir un x de point... X de point, oui, alors... bon, trop tard. Ok, je vais remettre des mu. Souvent, on met des indices grecs quand il y a les 4 et on met des indices latins quand il n'y en a que 3. Plus, peu importe. Hein. Donc, gamma mu 0, 0. Alors, x.0, x.0, c'est... Je vais le noter, x.0. C'est dt sur d taux, si taux est le paramètre, en fait. Parce que là, c'est l'équation géodésique avec un certain paramètre. Si vous faites un changement de paramètre affine, ça va rien changer à tout ça. Mais l'équation, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, si vous voulez, ce x.0, c'est ce que je dis là, c'est d de ct sur d taux. Et donc, si vous vous mettez dans le référentiel propre, ceci fait c. D'accord ? Oui ? Parce qu'on regarde que les cas j et k égale 0. Parce qu'on est newtonien et en fait, la particule se déplace que dans la direction du temps. Donc, enfin, voilà, on se met dans la limite newtonienne, donc on considère que les xi, enfin, on est dans le référentiel de la particule, en fait. D'accord ? Et du coup, le t, c'est le temps propre de la particule, et donc, pardon, il manque le 0 là, x.0, enfin, x0, c'est ct, et x.0, c'est d de ct sur d taux, mais d taux, c'est pareil. On a des petites vitesses, donc le temps propre, il y a un temps universel, si vous voulez. On est dans la limite newtonienne. Donc il y a un temps universel, donc le x.0, c'est juste c. D'accord ? Donc j'ai en fait x de point mu plus gamma mu 0, 0. Alors, ça c'est... Ouais. OK. Et maintenant,
Alors justement, c'est la question que vous posiez. Alors maintenant, on va écrire, on va se dire qu'on est dans la connexion qui est associée à la métrique. Donc gamma, alors gamma mu 0, 0. Alors il faudrait déjà que j'écrive le gamma mu, donc gamma i jk, en fonction des g et de ses dérivés. Alors je vous donne directement la composante 0, 0. Ça donne 1 demi de g mu nu d0 g lambda 0 plus d0 g0 lambda moins d lambda G00. Donc, c'est les coefficients de Christoffel de la connexion de Levi-Civita. Donc, normalement, là, enfin, si je mets mu, si je mets, je sais pas, il y a déjà un nul là, si je mets rho et sigma, j'ai rho sigma, sigma rho, non, pardon, rho sigma, et puis là aussi rho sigma, hein, d'accord. Donc, je regarde juste la composante 0, 0. Oui. C'est pas G mu lambda, c'est pas G mu. Dans le G qui est en facteur de la parenthèse. Oui, merci. Oui. C'était ça aussi? Non? Juste ce qu'on a vu dans le DL, vous avez dit que les coefficients de la connexion euclidienne, gamma jk c'était 0. Pour la connexion euclidienne, oui. Mais là, on n'est pas euclidien quand même. On se met dans la limite newtonienne, mais où il y a quand même un champ gravitationnel. Simplement, il est faible. D'accord? Justement, on veut chercher ce que donne, on va dire exactement, enfin, on applique la relativité générale, c'est-à-dire que la gravitation, c'est un effet géométrique, et les particules en chute libre, donc soumises à la gravitation, en fait, suivent des géodésiques. Donc on les écrit simplement, on dit que, voilà, on se met dans la limite newtonienne. Donc là, on a déjà appliqué V petite vent C. Alors, on voit qu'on a ça. Alors, champ statique, donc la dérivée par rapport au temps est nulle ici. Donc ça, c'est 0, d'accord. Et puis... Oui, et puis là, vous voyez que... Oui, on va dire que G mu nu, c'est état mu nu plus un certain H mu nu. Donc c'est quasiment sans gravitation, minkowskien. Enfin, on se met dans les coordonnées, dans une carte euclidienne, si vous voulez. Enfin, avec des coordonnées cartésiennes, donc c'est quasiment minkowskien, mais il y a un petit ajout ici, et simplement on dit que H mu nu, les termes de H mu nu sont petits. C'est ça que ça veut dire un champ faible, en fait. C'est-à-dire que la déformation de la métrique, elle est minimale. Donc on va supprimer tous les termes d'ordre supérieur. OK. Et donc... Oui. Quand vous dites la dérivée par rapport à t, c'est 0, pourquoi est-ce que la dérivée par rapport à t, c'est pas 0 non plus? Parce qu'entre t et tau, il y avait juste un facteur gamma. Ah non, mais... attendez voir. Non, pardon, c'est pas le même. Ça c'est le temps propre de la particule. Ça, enfin, là c'est la dérivée de la métrique par rapport au temps. Donc, ce que je dis, par rapport à la coordonnée temps, ce que je dis, c'est que la métrique est statique. La métrique ne dépend pas du temps. La particule, elle se déplace. Donc, sa position dépend du temps. Oui, de la métrique. G mu nu. Le champ est statique, d'accord? Donc le champ ne varie pas dans le temps. D'accord. Oui, ce que j'avais dit, il me semble, c'est que
c'est les masses qui créent le champ qui sont statiques. C'est ça, une particule en chute libre. OK. Voilà. Donc, finalement, gamma mu 0,0 égale... Ah oui, et donc, ben oui, ça aussi, c'est 0. J'ai eu bref, j'ai eu un glitch. Alors, donc, dérivé par rapport au temps de la métrique, c'est nul. Donc, il reste ce terme-là, moins 1,5 de G mu lambda d lambda G00. Et d lambda G00, c'est aussi d lambda de H00, puisque la métrique de Lorentz, elle, est constante. OK. OK. Essayez de ne pas perdre trop de temps. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit après? Alors, j'ai dit que si G mu nu égale état mu nu plus H mu nu avec les indices en bas, du coup, G mu nu, qui est la matrice inverse, ça va être état mu nu moins, état mu nu moins H mu nu. Hein, donc ça, c'est parce que H est petit, hein, donc 1 sur 1 plus X et 1 moins X, grosso modo. Vous pouvez le retrouver formellement en disant que G mu nu, G nu sigma, c'est delta mu sigma, c'est la matrice inverse. Donc ça vous donne ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Donc on a gamma mu 0,0 qui vaut ça, très bien. Alors, on peut aussi monter les indices uniquement avec état, puisque la correction ici, elle va être d'ordre 2. Donc, pour monter l'indice, en fait, je peux réécrire gamma mu 0,0 comme étant moins 1,5 de état mu lambda d rond lambda de G00, très bien. Et maintenant, enfin de G ou de H d'ailleurs, peu importe, allez. D'accord, ça c'est constant, enfin ça dépend d'aucun lambda, donc voilà. Et, ok, et le champ est statique à nouveau. Donc d rond lambda de H00, pardon, d rond 0 de H00, c'est 0. Donc en fait, là-dedans, les seuls coefficients qui ne sont pas nuls, c'est les gamma I00, les coefficients de la connexion gamma I00. Et que valent-ils? Moins 1,5 de état I J d rond J H00, et sauf que delta et état IJ, c'est delta IJ. Ça, c'est Minkowski. Et donc, en fait, gamma IJ égale moins 1,5 de d rond I H00. Voilà. Eh bien, c'est bien. Par conséquent, l'équation géodésique, finalement, ici, elle s'écrit x de point I égale moins, avec le moins, donc ça fait 1,5 de C2
des ronds I H00. Ben voilà. C'est beau, ça. Pourquoi c'est beau? Ben parce que ça, c'est l'équation de Newton, ça. Qu'est-ce que vous voyez là? L'accélération égale un gradient. Oui, gradient de phi. Gradient du potentiel. D'accord? Ça, c'est l'équation de Newton. Donc, il n'y a plus qu'à écrire ce que c'est que la force newtonienne, l'accélération quand on a un champ faible, dans la limite newtonienne, et on a le h. Et quand on a le h, du coup, on a la métrique. Si on a la métrique, on peut calculer le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci, et donc le G mu nu. Et on va voir ce que vaut G mu nu, et donc on aura le terme, on aura le terme de proportionnalité entre G mu nu et T mu nu, et le tour est joué. Donc voilà le programme. Je peux effacer ça, il y en a pour 3 minutes. Je vais court-circuiter tous les calculs intermédiaires pour ne pas trop déborder, parce que je voudrais vraiment finir ça avant la pause. Ok, donc ça c'est équivalent, c'est l'idée à x de point i égale donc moins di phi, c'est ce que je disais, donc l'accélération égale moins gradient de phi, ce qu'on avait avant. Donc il suffit d'identifier. On a donc H00 qui vaut moins 2 sur C2 phi. Et donc, G00 qui est état 00 plus H00, qui vaut donc moins 1 plus 2 phi sur C2. Voilà. Donc on a le G00. Maintenant, pour un corps de masse m, à symétrie sphérique, donc centré en R égale 0. Quand on prend l'origine du repère d'espace au centre de cette masse, eh bien, on sait qu'en dehors du corps, on a phi qui vaut moins G Newton, ici, M sur R. D'accord? Hors du corps, à l'intérieur du corps, ça dépend comment c'est réparti, mais hein, ça, c'est le théorème de Gauss, d'accord? On sait exactement quel est le potentiel hors du corps, ok, et qu'est-ce qu'il me reste à dire? Alors, maintenant, donc ça, on a la valeur on a la métrique qui donne la gravitation newtonienne, c'est-à-dire telle que la géodésique soit la trajectoire influencée par la gravitation newtonienne. Ça c'est l'équation de la géodésique, et on sait que ça doit être ça. Donc, on a la métrique, ok, et il nous reste maintenant à regarder ce que nous dit le tenseur d'Einstein, calculé à partir de cette métrique. 1/2 de donc G mu nu R. Alors là, il y a quelques astuces. Je ne vais peut-être pas faire la page complète de calcul. Non, il n'y a pas besoin d'une page complète. OK. Alors, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est kappa T mu nu. OK? Et je cherche kappa. Alors, l'idée, c'est que le T mu nu, c'est en fait T00 qui vaut ρ C2, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, d'accord? Et TIJ qui vaut 0. OK. Donc ça nous dit
enfin qui vaut 0, qui vaut à peu près 0, c'est... Oui. On est toujours dans le référentiel de la particule. Parce que TJ égale 0, Non, on est en champ faible. Donc effectivement, la masse, si vous voulez, la masse qui crée le champ de gravitation, elle se déplace dans la direction temporelle. Enfin, on est dans un référentiel où elle est repos, elle est statique. On est en champ faible. Oui, donc... Non, pardon, oui. Attendez, je confonds deux choses, là. Ça, c'est... Oui, non, pardon. Oui, non, si, c'est ça. What is my problem? Oui, non, c'est bien ça. Non, ça, ce sont les particules qui induisent le champ. C'est le tenseur énergie-impulsion. Donc, elles sont non relativistes. Elles se déplacent pas vite. Donc, la partie flux d'énergie dans le référentiel où on est de la quadrille impulsion est nulle. Mais par contre, évidemment, les particules se déplacent dans la direction du temps. Donc ça, c'est les particules. Et maintenant, le champ en question, on est quasiment newtonien, quasiment minkowskien, quasiment sans gravitation, le champ est faible. Donc, on peut écrire, alors, on va avoir... si vous voulez, ça c'est petit, ça c'est petit. Peut-être vaut mieux faire une pause. À chaque fois que je suis pressé, je commence à faire des bêtises. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Excusez-moi. Bon, j'ai ça, c'est sûr. J'ai ça. OK. Et là, j'ai dit que c'était à peu près égal à R00. Pourquoi j'ai écrit ça ? Ah oui, parce que G00, c'est quasiment moins 1. D'accord, c'est quasiment état 0. Hein, puisque j'ai déjà le R là, il serait nul s'il n'y avait pas de perturbation, donc il est petit de toute façon. D'accord ? Donc le R, il est déjà d'ordre 1, donc l'ordre 2 ici, il dégage. D'accord ? Hein, donc je peux garder ici le G00 qui est état 00. Donc ça, c'est vrai. OK. Ensuite, j'ai GIJ qui vaut pareil, donc ça c'est exact, ça vaut par définition, ça vaut ça. Et ça, c'est à peu près, de la même façon, c'est à peu près RIJ moins 1,5, c'est-à-dire je remplace le GIJ ici par état IJ. Hein, puisque ça, c'est déjà l'ordre 1, et donc je peux garder l'ordre 0 dans GIJ. Donc c'est état IJ, et état IJ, c'est delta IJ en fait. D'accord ? Très bien. Voilà. Et donc, pour des particules non relativistes, on avait ρ, VI, VJ ici, ce qu'on a vu juste avant, et donc ça, c'est quasiment 0. Très bien. Par conséquent, T est dominé par le ρ C2 ici, et donc on a RIJ. Alors, on a GIJ, oui, c'est ça, on a, comme TIJ
vaut essentiellement 0 à l'ordre 1. Et que GIJ, c'est kappa, c'est où GIJ? Ouais. GIJ, c'est kappa TIJ, donc j'ai en fait GIJ qui est quasiment 0. D'accord? Ça implique ça. OK? Or, GIJ, c'est RIJ moins 1,5 de delta IJ R. Donc ça, c'est 0. D'accord? Tout ça, c'est 0. Par conséquent, j'ai RIJ qui vaut 1,5 de delta IJ R. Très bien. Et en particulier, j'ai RII qui vaut quoi? Si RIJ vaut ça, que vaut RII, c'est-à-dire la trace, enfin, disons la contraction delta II, ça fait 3. D'accord? 1 plus 1 plus 1. D'accord? Donc ça fait 3,5 de R. OK, super. Et par ailleurs, R, par définition, c'est donc état IJ, RIJ. Je vais le mettre en bas, puisque je l'ai en bas. C'est donc moins R00 plus RII, d'accord? Puisque le état I, quand I est différent de J, ça fait 0. Et quand I égale J, enfin, quand c'est 0, c'est moins 1. Et quand c'est I différent de 0, c'est plus 1. Donc ici, I va de 1 à 3. Très bien. Et donc ça me donne que R, c'est moins R00 plus 3,5 de R. Puisque RII, c'est 3,5 de R. D'accord? Je vais l'écrire, on va le reprendre après, vous allez voir, c'est très simple. Et très bien, donc on a R qui vaut moins R00 plus 3,5 de R, oui, très bien. Ah oui, et ben donc là on tire R, d'accord? On tire R, ça fait quoi? R, ça fait 3,5 moins R, donc ça fait 1,5 de R qui vaut R00, donc R vaut 2 R00. OK. On approche. Et par ailleurs, G00, c'était où? C'était là. G00, c'est R00 plus 1,5 de R. Et donc, c'est R00 plus 1,5 de 2R00. Donc, ça fait 2R00. Donc, G00, tout ça pour ça, mais voilà, égale 2R00. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on est content. On est content parce que G00, c'est kappa T00. Et donc, ça y est. Or, G00 égale kappa T00. Donc R00 égale kappa sur 2 T00. Voilà. Et T00, c'est ρ C2. Donc égale 1,5 de ρ C2 kappa. Et par ailleurs, R00, c'est l'effacer. Non. Voilà. On a H00 qui vaut ça. Et de ça, on tire en écrivant
ce que vaut R par rapport... Je suis désolé, c'est un peu le bazar. Est-ce que je peux effacer ça? Oui, là on avait juste tiré... on avait tiré H00 en disant que la géodésique, c'est l'équation de... Enfin, l'équation de la géodésique, c'est l'équation du mouvement de la particule, soumise à l'accélération de la gravitation. Voilà, donc à partir de ce H0, on en déduit R00. Donc c'est DI gamma I 00. Si vous reprenez comment s'exprime le tenseur de Ricci par rapport au gamma, et ça, compte tenu du fait que, ça y est, je viens de l'effacer, le gamma I00, c'était lié à la dérivée du H00, et donc bref, voilà, vous le retrouverez, ça fait état IJ, DI, DJ, G00, ou GH00, c'est pareil. Enfin, ou H00 ou G00, dès lors qu'on dérive, le terme constant compte pour du beurre. Sauf que là, ça, c'est delta IJ. Et donc là, vous avez moins 1,5 de delta. Ici, c'est le Laplacien, d'accord? Ou nabla carré, si vous voulez, de H00, Laplacien. Et donc, finalement, si je remplace maintenant H00 par moins 2 sur C2 phi, ceci n'est rien d'autre que 1 sur C2 Laplacien de phi, en fait. Voilà. Donc, j'ai d'un côté R00 qui vaut 1 sur C2 Laplacien de phi, et de l'autre côté, R0 qui vaut ça. Par conséquent, 1 sur C2 Laplacien de phi égale 1,5 de ρ C2 kappa. Et le Laplacien de phi, c'est là qu'intervient Newton. Le phi, c'est 4 pi g ρ. Donc j'ai 4 pi g ρ sur C2 qui vaut 1,5 de ρ C2 kappa. Et ça y est, j'ai kappa. Voilà, c'est là que je voulais arriver. C'était un peu plus long que prévu, comme toujours, mais kappa égale 8 pi g sur C4. Et voilà. Voilà. Oui? Quand on écrit RI, comment est-ce qu'on dit si on parle d'un élément de la diagonale ou de la trace? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Non, on ne peut pas savoir. Là c'est... somme sur I. Je vais faire ça comme ça. Parce que le point, c'est que c'est le même qu'ici, quoi. Hein. Donc, mais vous avez raison, ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais effectivement, donc la somme sur I des RII, c'est 3,5 de R. Et ici, c'est la même somme sur I des RII. Donc, c'est bien le même 3,5 de R que je mets ici. Donc, R, finalement, vaut moins R00 plus 3,5 de R. Mais R00... R00... Ah oui, non, c'est ça. Et juste de ça, on tire R en fonction de R00. Et par ailleurs, on avait, à partir de la première équation d'Einstein, enfin, c'est la composante temporelle, enfin, 0,0 de l'équation d'Einstein, on avait ça. Donc, on a G00 qui vaut 2R0. Or, G00, justement, c'est kappa T00. Et T00, on le connaît, c'est ρC2. Enfin, c'est 1,5 de ρC2. Non, pardon, c'est ρC2, et le R00, c'est 1,5 de G00, donc ça fait ça, voilà. Et par ailleurs, le R00, on peut le calculer à partir de la métrique, et la métrique, on sait ce qu'elle doit être pour que
pour donner la gravitation newtonienne, il faut qu'elle soit ça, la métrique. Enfin, c'est-à-dire G mu nu égale état mu nu plus H mu nu. Donc on sait quelle est la métrique qui donne la gravitation newtonienne. Ça, on l'avait vu il y a quelques cours, que la gravitation newtonienne, elle peut s'écrire de façon purement géométrique par une courbure de l'espace-temps. Simplement, c'est non relativiste, mais une géodésique, c'est la trajectoire de Newton moyennant une bonne métrique. Quelle bonne métrique? Justement, celle-là. Et donc, si on dit que la métrique pour laquelle les équations d'Einstein sont valables en champ faible, enfin, redonnent la gravitation newtonienne en champ faible, c'est celle-là, c'est celle de Newton, enfin, c'est celle de la description géométrique de la gravitation newtonienne. On obtient ça. De ça, on déduit ce que vaut R00. Et par ailleurs, on avait obtenu ça. Donc, il suffit de dire que les deux sont égales, enfin, que c'est bien la même chose, et ça nous fixe kappa. Donc, finalement, voilà, vous retrouvez le nombre que j'avais donné l'autre fois, enfin, jusqu'à présent, sans le justifier. On avait travaillé qualitativement en disant les effets gravitationnels sont des effets de courbure. Il y a un tenseur, il y a un unique tenseur qui répond aux critères qu'on veut, que ce soit via une approche lagrangienne, principe de moindre action, parce qu'on veut un lagrangien qui soit scalaire, et il n'y a pas 1000 façons de faire un scalaire à partir jusqu'à la dérivée seconde de la métrique, il n'y en a qu'une. C'est R, le scalaire de Ricci, plus éventuellement une constante, très bien, constante cosmologique, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas là, ok. Ou si on part de l'autre côté et qu'on veut un tenseur, c'était le théorème de Cartan dont j'ai parlé, si on veut un tenseur de rang 2 dont la divergence soit nulle et qui est formé avec G, ses dérivées premières ou ses dérivées secondes max, il n'y en a qu'un, tel qu'il soit nul en espace-temps plat, c'est-à-dire quand il n'y a pas de gravitation. Et ce théorème de Cartan dit qu'il n'y en a qu'un, c'est le G mu nu, le même que celui qui est obtenu avec l'unique action scalaire qui dépend que jusqu'à l'ordre 2 de la métrique. Donc tout ça est complètement cohérent. Il restait à fixer ce rapport de proportionnalité entre une géométrie et un contenu énergétique. Eh bien, ça a été fait par Newton 300 ans avant non, 300, enfin non, un peu moins, 250 ans avant Einstein, puisqu'on on a introduit cette grandeur, cette constante de la nature qui définit l'intensité de la force de gravitation. Donc c'est normal qu'elle apparaisse aussi dans les équations d'Einstein. Ok, on fait une pause et on reprend de plus belle avec un peu de géométrie et de la physique. La géométrie étant de la physique.